Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leurs réussites, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je suis avec Fabienne Gay-Jacob-Vial. Bonjour Fabienne. Bonjour Marine. Tout d'abord, je souhaite remercier Philippe Bock qui m'avait écrit sur Instagram pour me conseiller de te rencontrer. Fabienne, sur Internet, on peut lire que depuis 2001, tu accompagnes des professionnels de la photo dans le développement de leurs projets et dans la création de leur entreprise. Et tu écris également des livres sur ces sujets aux éditions Erol. C'est ça, oui. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais revenir sur ta formation et sur ton parcours professionnel avant de travailler dans le milieu de la photo ? Oui, bien sûr. Juste avant, je vais moi aussi remercier Philippe Borg, qui est un photographe que j'ai rencontré il y a une toute petite année dans le cadre d'une opération qu'on mène ensemble avec Martine Montegrandi, qui est mon alter ego, et qui est le Festival professionnel de la photographie amateur. Et Philippe est exactement l'exemple de ce qu'on fait avec les photographes, puisqu'on l'a accompagné sur la construction d'une série pour ce festival. C'était très intéressant et je pense que c'est un photographe qui est prometteur. Donc voilà. Merci Philippe. Donc. Alors mon parcours, il débute à Lyon, puisque c'est la ville où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, où j'ai travaillé, où j'ai construit la première partie de ma carrière et où je continue à travailler aujourd'hui. Et c'est un parcours qui s'écrit dans un tout autre domaine que celui de la photographie et qui est très vite marqué par une soif de connaissance, une volonté de comprendre comment les choses se fabriquent et s'imbriquent les unes entre les autres. J'ai passé un bac littéraire et je suis rentrée dans une école de communication qui s'appelle l'ESCOM, qui a la particularité d'être une toute petite école. Et l'année où j'entre dans cette école, c'est aussi l'année de la création et de l'ouverture de l'école. Elle est créée par 3 professionnels, par 3 personnalités, on peut même dire, de la publicité à Lyon, qui avaient envie en fait de former leurs futurs collaborateurs. Alors c'est vraiment très intéressant, puisque l'école a une agence, une junior agency, comme on dit à ce moment-là, qui se comporte comme une agence de publicité sur la place de Lyon, et qui nous permet à nous étudiants, en fait, de travailler tout en faisant nos études. L'énorme avantage, c'est qu'on acquiert de l'expérience, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'études de cas dans une salle de classe. Il y en a, bien entendu, mais ce n'est pas que ça. Ça nous permet aussi de trouver dans quel domaine de la communication on a envie de travailler, puisque la communication, c'est une chaîne de métiers. Donc déjà, soit de trouver sa voie, soit de commencer à affirmer une expertise. Et la troisième chose, c'est que quand on sort de l'école, 3 ans après y être rentré, on a tous un carnet d'adresses. Donc ça, c'est intéressant, ça donne une approche du métier qui est tout de suite très concrète et très pragmatique. Et je pense que ça a joué dans mon parcours. Alors moi, en ce qui me concerne dans cette école, je suis très vite attirée par tout ce qui est le domaine du marketing, tout ce qui va relever de la stratégie et de la planification. Et j'ai la chance d'avoir un enseignant qui est l'un des fondateurs de l'école, qui a une grosse agence de publicité à Lyon et qui envisage ces sujets avec des domaines qui sont un peu en marge, mais qui sont la sociologie et la psychologie. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais pousser mes études par des formations complémentaires sur ces 2 domaines, ce qui donne un peu une orientation à la façon dont moi je considère l'intérêt du marketing et de la stratégie dans un projet d'entreprise. La deuxième matière qui me fascinera très vite, c'est la matière qui relève des médias. Et dans les médias, moi, ce qui m'intéresse, c'est la presse magazine. Alors c'est vrai que la personne qui nous apprend les rouages de ce métier est directrice de la publication Rhône-Alpes du Figaro Magazine. Donc on a accès à beaucoup de stages, beaucoup d'informations, beaucoup de professionnels, beaucoup de journalistes, beaucoup de photographes. Et je trouve assez fascinant la façon dont on construit l'information et dont on la transmet, dont on la diffuse, avec ce mariage, on va dire, du texte et de l'image. Donc ça, c'est vraiment les 2 grands domaines qui m'intéressent
dans cette école. Donc quand je sors de l'école, je travaille une toute petite année dans la grande distribution dans le groupe Prise Unique, et puis je crée une agence de conseil en développement stratégique. La création de cette agence me permet de travailler avec des chefs d'entreprise, qui sont des chefs de PME. Donc on est sur des entreprises qui ont entre 500 et 5000 salariés. Et j'ai la chance, justement grâce au réseau qui m'a permis de développer l'école, de travailler plus en direct avec les chefs d'entreprise. Du coup, d'être très près du projet de l'entreprise et de sa dimension stratégique. Et là, je comprends très très vite que tant qu'il n'y a pas une adéquation entre la personnalité, le caractère, ce qui porte le chef d'entreprise d'un point de vue personnel, ça compte tout autant que toute son expertise, toute son expérience, toute sa capacité managériale. Et en fait, c'est ça qui me conduit petit à petit à faire évoluer mon conseil et à faire plutôt ce qu'on appelle du développement de haut potentiel. Alors, les hauts potentiels, ce sont vraiment les gens sur qui repose soit le développement, soit la pérennité, soit l'équilibre d'une organisation. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que ça me permet de puiser dans tous les domaines que j'ai appris et que j'ai commencé à pratiquer au cours des dernières années. Et tu étais toute seule à ce moment-là en direct avec les entreprises ou tu avais construit une équipe avec toi ? J'étais toute seule sur le champ du conseil. J'avais une assistante qui gérait un peu tout ce qui est nécessaire de faire pour que l'entreprise tourne. Mais j'étais essentiellement toute seule. Quand ça s'est développé, j'ai pris une collaboratrice qui avait à peu près le même profil que moi et on intervenait toutes les deux auprès des clients. Et puis, de la même façon qu'il faut une adéquation, une cohérence entre le chef d'entreprise ou le porteur de projet et son entreprise elle-même, je me suis très vite rendu compte qu'en filigrane des entreprises, il y avait la notion du territoire sur lequel elles étaient installées. Alors c'est un moment où j'évolue un peu dans les milieux qui sont les milieux de la ville de Lyon, les milieux de la Courlie, en fait ce qui est la communauté urbaine du Grand Lyon, et les milieux de ce qui s'appelle à ce moment-là l'ADERLI, qui est l'agence de développement économique. Et de la même façon, je me rends compte qu'il faut qu'il y ait une adhésion entre l'entreprise et son territoire, puisque c'est par elle que le territoire devient attractif. Du coup, je me penche sur toutes les questions qui sont liées à l'attractivité des villes, et c'est ce sujet-là qui me fait rencontrer un jour une ville du sud de la France que je ne connais absolument pas et qui s'appelle Marseille. Alors, j'ai l'habitude de dire que j'aime bien faire de la recherche, j'aime bien fouiller, j'aime bien comprendre, j'aime bien imbriquer des informations. Donc je commence à faire ça à Marseille. Je fais beaucoup d'allers-retours entre Lyon et Marseille. Et on est dans quelle année là ? On est à peu près en 99. Et à Marseille, je commence à rencontrer les gens qui sont les acteurs de cette ville, qui sont sur le terrain. Et là, j'ai beaucoup de chance, puisque Marseille, c'est une ville où le tissu associatif est très, très dense, à la fois dans le domaine social et à la fois dans le domaine culturel. Donc, je les écoute me parler de leur ville. Et en les écoutant, c'était assez fabuleux, puisque c'est vraiment passé de bouche à oreille. C'est-à-dire que je rencontrais quelqu'un qui me disait « tu devrais aller voir une telle, tu devrais aller voir un tel ». Donc, je me suis retrouvée très vite avec des interviews de 100, 150 personnes qui me racontaient leur ville. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, on est en 99, il y a eu la Coupe du Monde en 98, et moi qui suis fascinée par la presse magazine, donc je lis régulièrement, toutes les semaines, tout un tas de titres, et on parle aussi de Marseille, mais on parle d'une ville qui ressemble absolument pas à celle que je suis en train de rencontrer. Et du coup, je trouve ça très intéressant, et ça me ramène au sujet de l'attractivité de la ville, où on voit très bien que la ville de Marseille, la communauté urbaine de Marseille, l'office du tourisme de Marseille sont en train de vendre une ville, de refabriquer une image de cette ville qui est peut-être un petit peu en décalage avec la réalité de la ville. Donc ça, je le garde dans un coin de ma tête et je continue mes interviews. Et un jour, je rencontre deux photographes qui sont Abed Abida et Martine Montegrandi, qui ont créé une entité qui regroupe deux associations qui sont Images Plurielles, qui est donc une maison d'édition de photographie, et une galerie de photographie qui s'appelle Camaïeu Marseille. Et je trouve le projet très intéressant par sa dimension sociale, puisque le but était de s'installer
dans un quartier qui est le 13e arrondissement, donc qui n'est pas du tout dans le centre-ville, et de s'installer en pied d'immeuble dans une cité de type HLM pour vraiment organiser des échanges, des débats, des rencontres autour de la photographie. Le principe de la galerie de Camaïeu-Marseille, c'était d'exposer des photographes qui ont une audience nationale ou internationale et de créer autour d'eux une émulation pour les photographes locaux. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a pas de lieu de diffusion de la photographie à Marseille, il n'y a pas de galerie établie, identifiée comme ça. Donc ça marche assez bien tout de suite. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et pour toi, du coup, tu passes jusqu'à présent, c'était plutôt du conseil pour des PME ou des petites entreprises au monde des galeries ou en tout cas le monde associatif. Est-ce qu'il y avait eu entre-temps, du coup, on comprend bien la rencontre avec la ville de Marseille et l'opportunité que tu pouvais y voir, mais est-ce qu'il y avait eu aussi, je sais pas, des petits éléments qui t'ont fait aussi t'orienter vers un projet comme celui-ci, porté vers la culture? Alors, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre élément que de me dire il y a des projets fédérateurs qui agissent sur la réalité d'une ville. Ce qui va tout changer, c'est que je suis invitée au vernissage de la première exposition de la galerie, qui est une exposition de Sophie Elbaz, avec un travail qui s'appelle Contre toute attente, qui est un reportage sur la guerre au Kosovo. Donc il y a beaucoup de monde à ce vernissage, et il y a notamment les photographes marseillais, que je rencontre pour la première fois, mais c'est aussi la première fois que je rencontre plus des photographes que leurs photographies, parce qu'avant, dans mes années de conseil, je croisais des photographes qui travaillaient dans les organisations que je conseillais, mais je rencontrais surtout l'image qu'ils allaient fabriquer pour l'organisation. J'avais pas de lien direct avec eux. Là, tout d'un coup, je rencontre des photographes avec qui je discute, puis que je vais recroiser après, et là, je comprends la difficulté à être photographe et à vivre de son métier. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé, puisque c'était pas l'un de mes sujets, puisque pour moi, les photographes que je pouvais croiser dans mon parcours, dans mon activité, c'était des photographes qui travaillaient, qui facturaient, qui existaient par la photographie qu'ils proposaient. Et là, je me rends compte que ce sont des photographes qui sont pas engagés dans le même type d'activité, et que pour eux, c'est très compliqué. Et ça m'interpelle. Et du coup, c'est ce qui m'amène à proposer à Martine et à Abed de prendre en charge le développement d'une partie de l'activité de Camaïeu-Marseille et je me dis, je vais aller faire ce que les photographes ne font pas, c'est-à-dire que je vais aller voir le monde de l'entreprise que je connais bien et que je vais stimuler les chefs d'entreprise pour qu'ils rencontrent les photographes et qu'à un moment donné, cette rencontre se concrétise dans une commande. Donc là, j'ai un feu vert de Martine et d'Abed. Du coup, je structure une petite équipe. Donc on sera 3 pour faire ça. Et on va, alors j'aime bien dire stimuler les commanditaires de la photographie, puisque dans stimuler, je mets aussi la notion de pédagogie. C'est-à-dire qu'on va dans les entreprises, on va dans les organisations comme les organisations, on va dire, patronales, syndicales, la chambre de commerce, qui nous suit assez rapidement. On fait des tables rondes et on leur parle du photographe, de la valeur ajoutée de la présence du photographe lui-même et de la valeur ajoutée de la photographie faite par des photographes plutôt que par les banques d'images. Donc ça fonctionne assez bien. On commence à travailler avec différentes entreprises de différents secteurs d'activité, donc qui passent des commandes par notre intermédiaire au photographe, et nous, on accompagne le photographe dans la gestion de sa commande. C'est-à-dire que il y a sur tous les aspects pratiques de la commande et surtout l'aspect, on va dire, qui relève plus de la partie artistique, qui est de l'editing, c'est-à-dire faire un editing qui va satisfaire ce type de client, qui est forcément pas le même editing que celui qui va satisfaire une galerie, un festival, et les diffuseurs qui sont plus sur le champ artistique de la photographie. Donc ça, c'est le travail de Martine, qui les accompagne là-dessus, et ça se développe assez bien. C'est un petit peu comme un rôle d'agent. Ce que vous, là, à ce moment-là, c'était du coup une commission qui était prise sur les commandes. Non, c'était pas une commission, ça un peu le modèle.
c'était pas vraiment une commission, c'était dans la facturation qu'on faisait à nos clients. Il y avait une ligne qui était réservée à Camaïeu Marseille, qui était gestion et coordination du projet, et le photographe était payé pour sa prestation, était payé à part entière pour sa prestation. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est quelque chose qui fait venir à nous beaucoup de photographes. Du coup, on crée un centre de ressources. Du coup, Martine lit énormément de portfolios et on organise ce centre de ressources en se disant il y a les photographes qui sont plus aptes à faire de l'architecture, ceux qui sont plus aptes à faire du portrait, ceux qui sont plus aptes à faire du reportage. Donc ça crée un flux aussi de gens qui viennent à Camaïeu Marseille, qui se dirigent vers nous pour avoir des conseils, pour savoir un petit peu comment s'organiser, à la fois d'un point de vue artistique et d'un point de vue, on va dire, d'une carrière sur un volet plus économique. Et puis au bout d'un moment, je me dis, ça c'est bien, mais moi je suis très intéressée par tout ce qui relève de la transmission. Donc je me dis, ce qu'on a fait avec les entreprises, on va le faire en direction du jeune public. On va aller voir les jeunes, les petits ou grands, les enfants, et on va leur expliquer qui est un photographe, comment se fabrique une photographie, et surtout on va leur montrer que la photographie c'est quelque chose qui dit et qui exprime quelque chose. Donc de la même façon que ce que j'ai structuré une équipe pour aller dans le monde de l'entreprise, je structure à nouveau une équipe, donc on commence à s'agrandir, et on propose aux établissements scolaires et aux centres sociaux, et ça c'est très important puisque Marseille est une ville où il y a énormément de centres sociaux qui irriguent tout son territoire. Marseille c'est une très grande ville avec un territoire qui est très étendu. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'associations culturelles, il y a aussi beaucoup de centres sociaux qui accompagnent les populations dans leur vie quotidienne. Donc on travaille avec eux à peu près de la même façon. Donc cette partie de l'équipe va à la rencontre des établissements scolaires et des organisations dans lesquelles on a des publics, qui soient des jeunes publics, mais on a aussi beaucoup de groupes femmes, de groupes de primo-arrivants, avec qui on met en place des actions autour de la photographie. Concrètement parlant, ce sont des ateliers de photographie qui sont tous faits par des photographes que l'on rencontre soit par le bouche à oreille, soit qui sont dans notre centre de ressources et à qui on fait appel en fonction du match qu'il peut y avoir entre leur profil et le profil des personnes avec qui ils vont devoir travailler. Vous travaillez à ce moment-là, vous travaillez avec combien de photographes à peu près dans votre centre de ressources? Il y a à peu près combien de ressources, on va dire qu'il va monter en puissance. Au début, il en a très vite une cinquantaine. Après, on a 300 photographes dans le centre de ressources. Alors, c'est pas le rôle d'agent puisque on fait appel à eux quand on a une commande qui peut leur correspondre, mais on n'est pas engagé auprès d'eux pour trouver uniquement pour eux et pour certains une commande particulière. Donc, on continue tranquillement à se développer comme ça. Alors maintenant, c'est assez classique, ce type de démarche et de structure, mais au moment où on le fait, c'est assez précurseur. C'est aussi pour ça que ça marche bien et qu'il y a pas mal de monde qui nous rejoint. Alors quand je dis pas mal de monde, c'est effectivement des photographes, mais c'est aussi des gens qui ont des salles, qui ont des gymnases. On a fait des expositions dans des gymnases, on a fait des expositions dans des bibliothèques. Il y a tout un tas de gens qui se disent il y a quelqu'un qui est en capacité de nous proposer des expositions, donc on va faire appel à eux. Et puis le troisième secteur que je développe, c'est celui qui est relatif au territoire, bien entendu, parce que j'y reviens. À ce moment-là, donc on doit être en 2004 à peu près, il y a un programme national qui s'appelle le Programme national de renouvellement urbain, qui est en fait une politique d'État qui vise à intervenir dans les quartiers qu'on appelle les quartiers de la géographie prioritaire. Donc en fait, c'est les quartiers populaires dans lesquels les aménageurs vont intervenir pour reconfigurer les espaces de vie des gens. Très concrètement, ça veut dire qu'ils vont démolir ou qu'ils vont rénover du bâti qui sont là où les gens vivent ou bien là où les gens travaillent. Et dans le cadre de cette politique nationale, il y a un pan qui s'appelle la politique de la ville, qui est chargé de toute l'action sociale dans ces quartiers-là. Et dans l'un des volets de cette action sociale, c'est d'initier des actions artistiques dans les quartiers. Donc, on étudie, on recherche, on voit comment ça peut fonctionner. Et moi, je me dis que ça peut aussi être une piste de travail pour les photographes. Donc, je structure une nouvelle équipe
avec qui, de la même façon qu'avec les entreprises, de la même façon qu'avec le milieu scolaire et les centres sociaux, on va stimuler tout ce que sont les bailleurs sociaux, tout ce que sont le service des départements et des villes, pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions photographiques dans les quartiers. Alors ça a été une très grosse partie de notre activité. Je pense qu'on a dû rentrer dans toutes les cités de Marseille, au moins dans 90% des cités de Marseille. Une fois encore, concrètement parlant, ça se passe d'une façon qui est très simple, c'est-à-dire qu'il y a un photographe qui est identifié, qui va aller sur le territoire. Donc c'est à l'échelle d'un quartier, voire à l'échelle d'une cité. À Marseille, il y a beaucoup de cités et de grandes cités, qui va produire de la photographie en fonction de ce que lui est et de ce qu'il porte, et qui va aussi animer des ateliers avec les habitants de ce quartier-là. Et systématiquement, ça se termine par une exposition ou par une restitution. Donc ça fonctionne bien. Ça veut dire qu'on a créé un corpus photographique assez important sur la rénovation urbaine à Marseille. Et le dernier axe qu'on développe, on a pu le faire aussi parce qu'on était à Marseille. À Marseille, il y a une structure, enfin c'est même pas à Marseille, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Il y a une structure qui s'appelle l'ES13, qui est l'Entraide Solidarité 13, qui en fait gère l'animation des seniors, donc des plus âgés. Et dans le cadre des animations pour les seniors, ils sont venus nous solliciter pour mettre en place de l'animation photographique. Donc pareil, je structure une équipe. Et là, on a un photographe intégré à la structure Camaïeu Marseille qui fait appel, là c'est plutôt ponctuel, à des photographes extérieurs. Et toutes les semaines, on va dans les espaces seniors, qui sont physiquement des lieux, dans lesquels les seniors viennent pour apprendre la photographie. Alors là, on est vraiment sur une photographie qui est une photographie de loisir. C'est des gens qui sont à la retraite, qui ont toujours fait de la photographie et qui se disent, c'est un loisir comme un autre et je vais aller apprendre à faire de la photographie, à mieux me servir de mon appareil, à comprendre comment marche l'appareil numérique que mes petits-enfants m'ont offert. Et comme ça, on est régulièrement sur un champ assez large, parce que de l'entreprise aux seniors, où on fait faire de la photographie à des gens. Quand je dis on fait faire de la photographie à des gens, on en fait faire donc à des photographes professionnels. En tout cas, on leur permet d'accéder à de la commande et on fait faire de la photographie à tout autre public, donc à des amateurs. Et du coup, à ce moment-là, vous avez encore la structure associative ou là où... Oui, ça reste toujours. Donc c'est une association qui s'étend. C'est une association qui s'étend. Moi, quand j'arrive en 2001 à Marseille, Martine et Abed sont tous les deux. Et Camaïeu Marseille, c'est une structure qui aura jusqu'à 15 salariés. Donc on a grossi. Et après, on a travaillé avec des intervenants extérieurs, des photographes qui venaient en ponctuel nous donner un coup de main sur une opération particulière, une opération qu'on nous demandait de monter. Donc ça a créé quand même une belle émulation et une belle dynamique, tout en sachant qu'au cours de toutes les années d'activité, il y a toujours la galerie, donc dans ce lieu, dans ce 13e arrondissement de Marseille, dans lequel Martine organise tous les 2 mois une exposition. Donc il y a des vernissages où les photographes viennent. Ça, c'est très important pour elle, que les photographes marseillais, elle est photographe à Marseille, et elle a toujours souffert un peu de l'isolement et du manque de propositions. Alors ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, bien évidemment, mais à ce moment-là, c'était très compliqué et c'est vraiment ce qui a motivé son projet en fait. Et donc du coup, comment s'est passée la fin de ce projet et combien de temps il aura duré ? Alors le projet, ils ont créé les 2 associations en 97. Image Plurielle existe toujours. À un moment donné, Abed a choisi de quitter Camaïeu Marseille parce que ça lui correspondait plus d'un point de vue philosophique. Il était très livre et il fait de très bons livres maintenant. Quand on regarde la production d'Image Plurielle, c'est très bien, c'est très intéressant. Il y a plus le côté artisan. Nous, on est devenu plus une structure avec une dynamique, avec des salariés, avec tout ce que ça implique aussi de gérer 15 personnes. C'est vraiment une part d'activité qu'il faut prendre en compte dans cette histoire-là. Camaïeu Marseille s'arrête en 2011. Alors, moi j'ai l'habitude de dire que la structure juridique s'arrête en 2011, mais qu'en fait on se transforme parce qu'avec Martine on continue à travailler ensemble, avec aussi l'une des collaboratrices qui était dans Camaïeu Marseille qui s'appelle Séverine Guédegrandel, qui travaille aussi aujourd'hui avec nous. Et cette connaissance
du photographe, qu'il soit professionnel ou amateur, c'est vraiment ce qui nous a conduit aujourd'hui à faire de l'accompagnement de photographe. La bascule, c'est comme ça en fait. Et du coup, quels sont les différents accompagnements que vous pouvez proposer et puis comment ils ont aussi évolué depuis le début ou voilà, et puis là 2023 aussi avec les périodes de Covid, enfin avec voilà les évolutions qu'ont pu traverser l'industrie de la photo. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir été éditée par les éditions Erol, pour qui j'ai écrit 4 ouvrages. Et en fait, ça, c'est consécutif à l'arrêt de Camaïeu Marseille, à la fermeture de la structure juridique. Je me suis retrouvée avec Martine et Séverine en se disant, et on s'est dit, comment est-ce qu'on continue à transmettre aux photographes tout ce qu'on faisait avec eux et pour eux. Du coup, c'est passé par des livres, ce qui nous a permis aussi de laisser retomber, de laisser poser les choses et de se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est le plus utile quelque part pour les photographes, tout en sachant qu'aucune de nous trois n'avait réellement envie de repartir dans une structure aussi lourde d'un point de vue de la gestion des ressources humaines, d'un point de vue administratif. C'était très intéressant, ça nous a permis de faire énormément de choses, d'expérimenter plein de choses, de démontrer plein de choses, mais on avait un peu envie d'autre chose et d'être plus près des photographes. Donc on met en place l'accompagnement comme ça. Au début, ça se concrétise par des stages ou des masterclass dans lesquels on va surtout leur parler de tout ce qui est relatif à la prospection, à la gestion d'une commande et aussi à l'organisation de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils portent, pour que ce soit audible par des publics qui vont être donc leurs commanditaires, donc toujours les mêmes, des entreprises, des établissements scolaires, des maisons de retraite, des centres sociaux, de partout où le photographe peut intervenir. Mais ils ont en face d'eux des gens qui ne connaissent pas la photographie, qui n'ont pas le temps de la connaître, et qui veulent juste une image qui soit une réponse à ce que eux cherchent. Donc ça veut dire qu'il faut permettre aux photographes d'acquérir un discours qui soit audible par ce type de public-là. Donc au début, l'accompagnement, c'est surtout là-dessus. Et puis petit à petit, on se rend quand même bien compte que l'accompagnement à l'écriture artistique, il est fondamental. Donc on met en place de nouveaux stages qui sont plus des masterclass d'une durée d'une semaine où on va travailler vraiment l'écriture artistique. Alors toujours dans les deux directions. Une direction, on va dire, qui est une direction plus personnelle pour le photographe qui veut aller chercher une galerie, qui veut participer à un festival, qui veut postuler à une résidence. Et puis un accompagnement sur cette écriture artistique pour celui qui va aussi ou uniquement vouloir continuer à aller chercher des clients. Donc ça se met en place comme ça en fait. Et donc maintenant vous êtes deux à travailler, c'est ça? Maintenant on est trois. On est toujours toutes les trois. On est Martine, Séverine et moi. On a décidé de se concentrer sur deux choses. Ce que je disais au début de notre entretien, c'est un festival de photographie consacré à la photographie amateur qu'on a créé en 2021, qui a lieu à Arles tous les ans. Donc là, en 2023, on a fait la 3e année. On a exposé 54 photographes. Toujours pareil, les photographes, ils sont sélectionnés sur appel à candidature. Séverine s'occupe du curating. Comme ça, on a une proposition globale assez intéressante. Et toujours la même chose, en amont de l'exposition, on accompagne les photographes dans la construction de leur série. On veille à l'adhésion et à la cohérence de leur intention avec les images qui sont faites. Et on travaille toujours de la même façon. Et la deuxième chose sur laquelle on se concentre, c'est sur l'accompagnement des professionnels avec des photographes que l'on suit depuis plusieurs années, sur qui on travaille plus sur une dimension d'œuvre, sur une dimension de plusieurs travaux qui vont vraiment signifier quelque chose et leur correspondre. Et on va dire que c'est déjà pas mal de s'occuper de ces deux structures. Et vous avez à peu près, il y a à peu près combien de photographes avec lesquels vous travaillez du coup sur la deuxième partie, sur la partie plus accompagnement personnalisé? On a 5 photographes qu'on accompagne
de façon, j'allais dire, très, très dense, très régulière. Et après, ce sont des photographes que l'on va croiser, qu'on va accompagner dans un but précis, parce qu'ils préparent une exposition, parce qu'ils veulent se préparer, comme j'ai tout à l'heure, à une résidence. Là, c'est un peu un flux, c'est un peu au fil de l'eau. On va dire qu'au cours des 3 dernières années, on en a creusé une vingtaine. Une petite vingtaine. J'ai une question qui est toujours assez grosse, qui regroupe plein d'autres sujets. Donc l'idée c'est de l'apprendre par l'angle qu'on veut. Quelles sont les évolutions que vous auriez pu voir dans le milieu de la photo durant ces dernières années et celles que vous pouvez apercevoir dans les prochaines. On n'est pas seulement sur de la photographie, donc vraiment c'est plutôt à travers les échanges que vous avez avec des photographes, avec les projets que vous faites, le festival, etc. Est-ce qu'il y a quels sont un peu les ressentis que vous avez sur les évolutions que vous pouvez apercevoir et que vous avez vues? Moi, j'ai envie de parler. Votre question, elle me fait penser tout de suite à l'élargissement des publics. Je trouve qu'entre le moment où moi j'intègre Cameuil Marseille, donc en 2001, 2002, et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la photographie et qui sont intéressées par le discours, le récit que porte la photographie. Je vois, il y a des gens qui étaient complètement... qui passaient devant sans se poser plus de questions que ça. Je vois les gens qui sont rentrés au festival cette année, ils venaient vraiment parce qu'ils voulaient une réponse. Je parle des visiteurs, je parle du public qui venait, je ne parle pas des photographes encore. Donc il y a un intérêt croissant des publics pour le festival. Je veux dire, quelle que soit l'origine, quel que soit le milieu, quel que soit l'âge. Donc ça, je trouve que c'est important parce que pour moi, ça veut dire qu'il y a une audience pour tous ces gens qui sont photographes, qui soient professionnels ou amateurs, et qui ont envie justement de raconter quelque chose avec leurs images. Et puis je trouve aussi qu'il y a quand même beaucoup de lieux qui montrent de la photographie. Il y a beaucoup de festivals. Il y a des festivals dans des toutes petites communes. Je vois dans le pays d'Aix, il y a des festivals qui émergent, qui sont là, qui font des propositions qui sont intéressantes et qui ont une fréquentation. Donc ça, c'est la première chose que je trouve très significative et à mon avis fondamentale pour la photographie aujourd'hui. Et puis si je regarde la question par le prisme des photographes, je trouve qu'on a des photographes, qui soient professionnels ou amateurs, en tout cas les gens qui viennent vers nous, ceux qui viennent vers nous, qui sont beaucoup plus impliqués dans ce qu'ils font, qui ont beaucoup plus envie de raconter quelque chose et qui se contentent plus du tout de faire de la belle image, de la belle photographie. Alors ça, évidemment, en disant ça, je pense peut-être plus aux photographes amateurs, c'est-à-dire qu'au début, quand on avait des photographes amateurs qui venaient, ils savaient faire des images, plus ou moins, plutôt plus, et ils avaient uniquement envie de montrer une image, plus une image, plus une image, plus une image. Maintenant, ils ont dépassé ça, et ils sont dans une volonté de série au sens de « moi j'ai envie de parler de ça, et j'ai envie que vous m'aidiez à le dire avec de la photographie. J'ai envie que ma photographie devienne une phrase qui exprime mon point de vue, mon ressenti, mon émotion, mais il y a une notion de récit qui est arrivée, qui à mon avis les positionne différemment. Je ne sais pas si c'est ça, mais est-ce que c'est aussi ça qui explique que les publics soient de plus en plus accrochés à la photographie? Je ne sais pas. Et ma dernière question, tu la connais, vous la connaissez peut-être, c'est est-ce que, je suis désolée, je me rends compte que je suis passée du tu au vous. C'est pas grave. Est-ce que vous auriez, des conseils pour des photographes qui souhaitent se lancer dans ce milieu? Voilà, on est en juin 2023. Voilà, est-ce que vous auriez des conseils ou des choses à ne pas faire, ou en tout cas des choses que vous auriez pu voir au fil des années, que vous pourriez transmettre? Alors, je vais répondre à la question à destination des photographes qui veulent faire de la photographie leur métier. Parce que pour moi, c'est différent quand même de l'amateur, même si l'amateur est très impliqué, très audacieux, c'est quand même pas les mêmes enjeux. Je pense que le photographe qui veut exister aujourd'hui dans la photographie
D'abord, il faut qu'ils la connaissent. Il faut qu'ils connaissent la photographie, il faut qu'ils connaissent son histoire et qu'il faut qu'ils connaissent la production photographique actuelle. Moi, je vois des photographes arriver qui veulent entrer dans un processus d'accompagnement et qui ont une culture photographique que j'appelle très restreinte. C'est-à-dire que je pense que si on veut produire soi-même, il faut savoir ce qui est produit aujourd'hui, il faut savoir ce que disent les photographes, et il faut savoir de quelle façon ils le disent. C'est-à-dire que la photographie d'aujourd'hui, elle permet quand même on va dire, c'est pas des expérimentations, mais elles permettent des réalisations artistiques. On a la photographie, on a l'image fixe, on a la vidéo, on peut ajouter du son, on peut intervenir sur l'image, on revient au procédé ancien. Si le photographe n'est pas assez au fait de ce qui existe, de ce qui est possible aujourd'hui, moi, ça me questionne un petit peu. Donc ça, c'est la première chose, c'est avoir une très bonne culture photographique. Je dis pas qu'il faut aimer, je dis qu'il faut connaître. La deuxième chose, mais je pense que c'est lié à la culture photographique, c'est du coup de savoir qui l'on veut être en tant que photographe. C'est-à-dire que moi, je suis photographe, j'ai envie de m'exprimer sur tel ou tel sujet, mais comment cette volonté d'expression, comment est-ce qu'elle m'habite, comment elle s'inscrit en moi, comment est-ce qu'elle va pouvoir durer. Ça me paraît fondamental aussi. La troisième chose, qui est sûrement une conséquence des deux premières, du coup, c'est d'être en capacité de dire « je veux » et de dire « non ». C'est-à-dire que quand on se retrouve face à quelqu'un qui lit son travail, face à quelqu'un qui dirige un festival, face à une galerie, il faut pouvoir s'affirmer en tant que photographe soi-même, et il faut pouvoir affirmer le propos que l'on porte. Moi, je vois arriver des photographes qui ont des images qui ne sont pas satisfaisantes, mais qui savent très bien de quoi ils veulent parler. Et ça m'intéresse beaucoup plus que quelqu'un qui a des images sublimes, mais qui est un peu, voire plus ou moins, voire très flottant sur l'expression qu'il met derrière ces images. Donc moi, c'est ça que je conseille toujours aux photographes. Et puis après, c'est de se dire que si on est photographe et qu'on veut être un artiste, qu'on veut exister par une galerie, c'est que c'est long et c'est qu'il faut se donner le temps de faire, il faut se donner le temps de produire, de laisser poser, de revenir sur sa production et de construire comme ça son travail. Pour moi, le temps fait partie forcément de la production artistique. Ça me paraît incontournable. Alors, il faut savoir si on est capable de faire ça, si on est capable de prendre le temps, si on est capable de s'arrêter et de laisser venir les choses. Et puis pour les photographes qui veulent plus se diriger vers de la photographie dite de commande, j'ai envie de dire c'est les mêmes conseils, c'est-à-dire que quand on est photographe et qu'on arrive vers un client, si on n'a pas de culture photographique, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne sait pas comment on va le dire, on peut être sûr que ça ne marchera pas. Effectivement, je pense que l'éducation et la confiance en soi qu'on peut aussi acquérir en ayant vu des images, appris, sans avoir, je pense, là on parle pas de spécialement faire de l'histoire de la photo, mais en tout cas, je pense se nourrir, il faut se nourrir se nourrir de photographie et oui, parce que se nourrir, s'impliquer. Moi, je crois que se nourrir, ça conforte et ça ouvre des portes aussi. Ça permet de reconsidérer ce qu'on voulait faire et de se dire, j'ai vu ce que font les autres, mais moi, je suis vraiment assurée que ma première idée, c'est celle que je veux conserver, ou bien de faire évoluer son idée. En fait, moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre aux personnes qui travaillent avec moi sur la durée, parce que on a des groupes de photographes, des groupes qui sont des photographes amateurs, qu'on fait travailler comme ça sur plusieurs années, où on développe justement leur appétit de la photographie, on développe leur culture photographique, et on voit la façon dont ils traitent leur sujet, elle est fondamentalement différente à partir du moment où ils sont allés se nourrir. En fait, ça change tout. Ça change tout dans le traitement du sujet, dans l'approche artistique qu'ils en ont, et effectivement, comme vous le dites, dans l'assurance qu'ils ont par rapport à leur sujet. Mais je vois le festival de photographie amateur, il y a des professionnels, soit photographes, soit directeurs de galerie, responsables de photographes, éditeurs qui sont venus et qui ont dit mais vous rigolez, c'est pas de la photographie amateur, c'est vraiment de la photographie qui est pensée, qui est posée. Mais oui, c'est juste parce qu'ils ont pris le temps en fait. C'est pas plus compliqué que ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que mon travail s'inscrit plutôt dans une photographie qui relève, par exemple, du document intime. Je vais aller voir ce que font les photographes sur ce champ-là.
je vais voir comment ils ont abordé, je vais lire des articles, je vais écouter des interviews, je vais voir comment ils ont pensé et construit leur propre travail pour m'en nourrir et du coup penser et produire le mien. C'est juste ça. Juste, mais pas toujours si... C'est vrai. Absolument, c'est vrai, oui. C'est vrai. Merci beaucoup, Merci, Fabienne, pour cet échange. Je pense qu'on a appris plein de choses et j'étais ravie de vraiment en savoir plus sur les différents projets sur lesquels tu as pu travailler et puis ce que tu fais encore maintenant, le festival de photographie amateur qui vient de se terminer il y a peu de temps à Arles, et pour tes conseils que tu as pu aussi donner aux photographes. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir Marine. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!